Bonjour à tous et bienvenue à cette séance dédiée à la simulation numérique appliquée à l'industrie horlogère. Peut-être au programme de la séance qui va durer 1 heure, je vais tout d'abord me présenter l'entreprise CADFEM, expliquer ce qu'on fait pour l'industrie horlogère et puis on va passer après dans la partie concrète. L'idée c'est de vous montrer des exemples d'applications de la simulation numérique mais sur des applications qui sont purement horlogères. Donc on va lister toute une série de problématiques, habituelles, actuelles, heu, horlogères, à la fois pour le domaine, tout d'abord donc du mouvement et ensuite de l'habillage. Puis après on fera un petit résumé là-dessus et ça nous mènera à la fin de la présentation. Donc je commence, par la présentation. Donc tout d'abord je me présente, je m'appelle Bernard Feuillard, je travaille pour, l'entreprise CADFEM, je fais partie de l'équipe technique qui utilise le logiciel ANSSI, je vais vous montrer, ça juste après et donc j'essaie aussi de rassembler les problématiques liées, à l'industrie horlogère. En plus que les problématiques, surtout les solutions aux problématiques de l'industrie horlogère et c'est ce que je vais vous présenter ici. Donc CADFEM, c'est une entreprise qui offre des solutions en simulation numérique. Alors quand je dis des solutions, c'est tout d'abord, le logiciel qui est le logiciel ANSYS. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le leader sur le marché de la simulation numérique. Il est utilisé, partout dans le monde, depuis de nombreuses, années, plusieurs dizaines d'années, donc c'est éprouvé, comme solution. C'est aussi en amélioration continue avec, chaque année des nouvelles propriétés, des nouvelles physiques, des points plus précis, qui sont pris en compte par le logiciel ou de manière encore plus, simplifiée, pour l'utilisateur. Donc voilà, ça c'est le logiciel ANSYS, l'utiliser dans plein d'industries différentes, aussi des industries, dans lesquelles, l'erreur n'est pas possible, je sais pas, l'aéronautique par exemple, le médical, aussi. Donc c'est le logiciel que nous distribuons. Et la simulation, cela va aussi au-delà du logiciel, c'est d'ailleurs, notre slogan et CADFEM apporte, une attention toute particulière à l'accompagnement, de nos clients. Cela, ça passe par toute une série, de services que l'on propose. Pour les lister, il y a le consulting. Donc pour ceux qui ne sont pas actuellement équipés avec le logiciel, on peut réaliser pour vous des mandats de calcul. Pour ceux qui sont déjà équipés, on peut aussi le faire si vous avez un manque de ressources ou si vous voulez, heu, travailler sur des aspects, qui sont pour vous, plus nouveaux et sur lesquels vous auriez besoin d'aide. À la fin du mandat de consulting, on peut vous transmettre aussi heu, les les projets, ANSYS, donc les modèles qui ont été réalisés et de la sorte, vous pourrez, heu, les reprendre et faire par vous-même, les différentes variantes que vous souhaiterez mener, ensuite. Si vous êtes, utilisateur, on propose aussi toute une série de formations. Donc pour l'industrie horlogère, elles ne sont pas forcément toutes sur notre site internet, parce qu'on a beaucoup de formations sur mesure. Donc ça dépend après de votre profil, si vous faites plus de l'habillage, plus de mouvements, on a toute une série d'exemples et on s'adapte, selon les problématiques que vous rencontrez. Ensuite, il y a le support technique. Donc pour ceux qui utilisent Ansys, si vous le savez déjà, vous avez accès du lundi au vendredi au support technique. Donc ça peut être moi par exemple, au téléphone ou par email, ou n'importe qui de mes collègues de l'équipe technique. Donc on tourne là-dessus. L'idée c'est que, vous soyez jamais seul. Donc si vous êtes dans une entreprise auquel, il n'y a pas grand monde qui peut vous aider pour débloquer une simulation ou vous renseigner, sur, quelle est la meilleure approche, heu, à utiliser, eh bien, vous nous contactez, par email ou par téléphone et on vous aide là-dessus. Donc l'idée, c'est que vous n'êtes pas seul dans votre utilisation du logiciel. Et puis au-delà de ça, on participe, très volontiers à tout type de discussion, ou de même de discussion stratégique. Vous avez une problématique, vous voulez savoir comment l'aborder, eh bien on va, identifier pour vous les meilleures solutions, telles qui passent par la simulation numérique. On va être, extrêmement transparent sur, les avantages, mais aussi les efforts qui peuvent être requis. Est-ce que c'est du standard? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus avancé comme utilisation? Et ça vous permettra comme ça d'établir, votre plan, pour les mois ou les années, qui viennent dans les différentes problématiques que vous souhaitez aborder. Géographiquement parlant, CADFEM, c'est une entreprise familiale créée historiquement, donc à Grafing au sud de l'Allemagne, et qui est maintenant présente dans toute une série de pays et notamment dans ce qu'on appelle le DAR,
donc l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse. Depuis quelques années, il y a aussi un pôle en France qui grandit très vite. Et puis on a d'autres pays, vous voyez ici le Royaume-Uni, la Tunisie, l'Irlande. Donc c'est une entreprise internationale avec plusieurs centaines d'ingénieurs. Donc on a toute une série de compétences qui ne sont pas uniquement sur l'industrie horlogère, mais selon les secteurs géographiques où l'on se trouve, qui peuvent être dans l'automobile, l'aéronautique, l'électronique, et j'en passe. Pour revenir à une échelle peut-être qui correspond plus à celle de la séance d'aujourd'hui, donc au niveau de la Suisse, alors pour ma part je suis basé à Renan, à côté de Lausanne, et sinon on a l'autre bureau, le plus grand, qui est à Adorf en Turgovie. Donc CADFEM, nous on est actifs depuis plus de 20 ans dans l'industrie horlogère, donc on comprend bien vos problématiques, et l'idée c'est de vous montrer ici comment on y répond. En termes de problématiques, c'est la haute horlogerie, c'est l'industrie du luxe, donc il y a un devoir, celui de la recherche de performance, de la recherche d'excellence. Pour atteindre cette excellence-là, le meilleur moyen, c'est de tout maîtriser, de A à Z. Ça passe par toutes les problématiques qu'on peut avoir, par exemple, dans le mouvement ou dans l'habillage, et à travers nos outils, à travers nos méthodologies, on accompagne les horlogers sur ces différentes études-là. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que la simulation numérique est actuellement extrêmement présente dans l'industrie horlogère. Il y a encore des exceptions, mais il y a vraiment eu une transition, on va dire, d'un aspect plus traditionnel avec beaucoup de prototypes physiques à finalement la simulation avec de nombreux prototypes virtuels. Donc l'idée ici, c'est pas d'arrêter le traditionnel, faut pas interpréter faussement ce que je veux dire. Le traditionnel, c'est à la fois ce qui fait la beauté et l'âme de l'industrie horlogère. Néanmoins, toutes les itérations en termes de prototypes physiques qui sont tributaires des disponibilités des laboratoires, des matériaux aussi. C'est une des problématiques notamment actuelles avec le contexte que l'on connaît. Ces itérations-là qu'on peut amener sur une voie plus virtuelle, à travers la simulation. Donc on peut lancer toute une batterie de tests numériques qui peuvent tourner la journée, la nuit, pendant les pauses, et qui vont permettre de répondre aux mêmes questions que les prototypes physiques. Il y a eu aussi une réelle démocratisation de la simulation. Donc dans les idées préconçues, c'est se dire la simulation, c'est pas pour moi parce que c'est que pour des experts de grosses entreprises. Bien ça, c'est faux. On le voit actuellement que déjà tout le monde l'utilise, que ce soit des grosses entreprises, des entreprises de taille moyenne, des petites entreprises et même des indépendants. Il y a toutes des solutions à la fois techniques et commerciales qui correspondent aux besoins de chacun. Ensuite, ce ne sont pas uniquement des experts en simulation numérique qui utilisent nos outils. On compte, et notamment dans l'industrie horlogère, c'est l'essentiel des utilisateurs, ce sont des constructeurs. Des constructeurs qui vont l'utiliser de manière plus, on va dire, parodique, donc peut-être 3 mois de conception, et puis à la fin, quelques semaines pour valider une ou deux pièces pour lesquelles ils ont quelques doutes. Les applications ont été aussi historiquement surtout sur le mouvement, et puis maintenant on parle énormément d'habillage, et ce sont aussi des fournisseurs qui s'équipent en simulation numérique, que ce soit dans le domaine de la fabrication ou des fournisseurs pour le mouvement ou pour l'habillage. Donc tout cela s'est permis par quoi? Par le fait que, pour ceux qui découvrent un petit peu la simulation numérique là-dessus, c'est qu'on va ressortir toute une série d'informations au niveau, par exemple des ressorts, on va pouvoir voir les contraintes en tout point. Quand vous faites un prototype physique, vous avez les contraintes là où vous avez mis le capteur. Vous avez l'accélération là où vous avez mis le capteur. En simulation numérique, on a les informations partout. On va aussi obtenir les couples de réaction requis pour, par exemple, les différents boutons poussoirs, pour déformer un ressort. Donc là, les mêmes types d'informations que ce que l'on a par le prototypage physique. Mais on va aussi sortir des marges. Quelle est la marge avant plastification? Parce qu'on va avoir une valeur de cette contrainte. Quelle est la marge pour l'étanchéité? Donc là où souvent le prototypage physique, on a une réponse, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, donc c'est un petit peu blanc ou noir. Là, on peut chiffrer de manière systématique les marges par rapport à la fonctionnalité que l'on recherche. Au-delà de ça, on peut aussi réaliser des études de sensibilité.
Quand on est sur des prototypes physiques, si on veut changer uniquement une dimension, c'est assez compliqué parce qu'à partir du moment où on fabrique une nouvelle pièce, il y aura toujours, par le biais des tolérances, de fabrication, plein d'autres modifications. Donc on ne sait pas trop qu'est-ce qui a le plus d'influence au final. Par la simulation numérique, c'est du numérique. Donc si je change une valeur, il n'y a que cette valeur-là qui a changé. Donc ça permet de bien comprendre quel paramètre a la plus grande influence, quel est le paramètre sur lequel il faut que je me concentre actuellement pour un meilleur design, ou à l'inverse, dire côté fabrication qu'il faut très bien contrôler cette côte-là plus que les autres. Donc c'est ce qui fait que la simulation numérique a pu s'inscrire dans cette démarche de conception. Et elle mène donc à une conception qui va être beaucoup plus rapide puisque, les calculs se font de manière, automatisée si on le souhaite ou pendant la nuit, et ils vont se faire aussi ils sont pas tributaires de la disponibilité de la matière, c'est ça surtout aussi, et ils vont se faire aussi à coût réduit. Donc, on s'affranchit de tous les coûts de matières premières. Au-delà du développement plus rapide pour aller plus vite sur le marché ou à coût réduit, il y a aussi tout ce qui est aspect innovation. À partir du moment où on base notre analyse sur les lois de la physique, eh bien, on peut mieux utiliser ces mêmes lois pour des concepts qui sont novateurs. Alors, on n'a pas beaucoup d'exemples officiels qu'on peut montrer, il y a beaucoup de confidentialité dans l'industrie horlogère, mais parmi les exemples qu'on peut montrer, il y a celui-là, ici, sur Ferdinand Berthoud, auquel on avait été mandaté pour travailler sur un ressort spiral plat. L'idée, c'est que c'est un objectif esthétique, qu'à partir du moment où on déforme, on fait tourner sur lui-même le ressort spiral, il faut qu'il reste concentrique. On sait très bien que si on n'a pas un ressort brugué, eh bien, on va avoir un décalage du centre de gravité qui va dépendre du nombre de tours que l'on va effectuer. Et donc nous avons effectué là-dessus plusieurs itérations en jouant sur la variation d'épaisseur tout le long du spiral. Et en faisant ça, en jouant sur ces différences d'épaisseur, on a obtenu un design qui était purement concentrique, quelle que soit la rotation. Et donc on a rempli à la fois, le cahier des charges d'un point de vue esthétique et le cahier des charges d'un point de vue fonctionnel. Et un petit peu plus tard, c'était un an après, on a pu voir que ce modèle-là a gagné le Grand Prix de chronométrie au Grand Prix d'horlogerie de Genève. Et une des raisons listées pour ce prix-là était le développement de ce ressort spiral. Donc ce que je veux dire, c'est que la simulation, vous pouvez la faire vous-même, vous pouvez la mandater, vous pouvez l'utiliser pour aller plus vite dans vos temps de développement, moins cher pour s'affranchir des coûts de développement, mais aussi pour mieux maîtriser les phénomènes physiques qui sont en jeu et arriver à un système plus performant ou ici carrément innovant et peut-être dans ce cas-là, par exemple, gagner des récompenses ou des prix ou se faire connaître. Donc voilà un petit peu des exemples d'applications euh, qui viennent de notre expérience avec l'industrie horlogère depuis plus de 20 ans. Et donc maintenant, je vais aller dans le vif du sujet et vous présenter certains exemples réalisés avec M6. Donc, je vais commencer avec le mouvement. Le spectre est assez large. Ici, j'ai essayé de présenter par type de pièce. Donc on va commencer par la pièce principale de tout mécanisme, c'est le ressort. Donc au niveau des études de ressort, on couvre énormément d'aspects. Alors peut-être le mieux là-dessus, c'est de déjà vous montrer ça sur le logiciel ANSYS, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Donc ANSYS, ici pour des études mécaniques, ça ressemble à ça. Donc, on a une fenêtre, celle que vous pouvez le voir. Alors je regarde juste si vous le voyez réellement. C'est pas le cas. Je m'excuse du contretemps. Je vais repartager la présentation. D'une certaine manière, uniquement le PowerPoint est affiché. Je partage à nouveau. Et je vois que vous voyez la bonne chose. Parfait. Voilà. Donc, je m'excuse du contretemps. On peut se pencher maintenant sur le logiciel ANSYS. Donc, vous importez votre géométrie. Ici, dans cet exemple-là,
on a quelque chose de très simple, une roue et un sautoir, comme ce que vous pouvez avoir à divers endroits dans vos mécanismes. On va donner en ANSYS la définition d'un contact. On lui dit voilà, il y a un contact entre le ressort et la roue. Faut lui dire pour qu'il sache, c'est à nous de décider ce qu'on veut prendre en compte et ce qu'on ne veut pas prendre en compte. On va mailler, ça fait partie eh bien, du process standard en simulation numérique. Tous les calculs se font sur la base d'éléments et de nœuds. Voilà, pour l'explication. Et ensuite, vous mettez en place vos conditions limites. Donc en l'occurrence ici, on va venir déplacer un petit peu le ressort pour qu'il soit précontraint, et ensuite on va faire tourner la roue. Donc de la même manière que pour un test physique, vous avez besoin de donner le cahier des charges au laboratoire en expliquant à vos collègues le test qu'ils doivent réaliser, surtout si c'est un nouveau test, eh bien on explique la même chose au logiciel. Je vais tourner de tant de degrés mon système. Par exemple, la roue, on va tourner jusqu'à 11 degrés, on va y aller progressivement et on va voir ce que ça donne. On clique sur Solve et là, le calcul prend, alors moi c'est sur le laptop, c'est 50 secondes. C'est pas une machine particulière, c'est une machine qui permet de faire des calculs, mais ça reste un laptop. Donc en 50 secondes, on a le résultat que l'on va voir maintenant. Donc on peut regarder plein de choses, on va regarder par exemple les contraintes. On va regarder l'animation d'abord du point de vue extérieur. On voit bien ici le passage dedans. Donc on va monter et ensuite faire redescendre le sautoir. Pendant toute cette analyse, on a la vision d'ensemble au niveau des contraintes. C'est ce que vous pouvez voir là. Par exemple, si je m'arrête, je vais attendre, je vais faire pause ici. Si je m'arrête vers la valeur maximale, ici c'est la courbe qui est donnée par la courbe verte, la valeur 650. Mais on peut voir maximum qu'on va avoir ici un maximum local dans cet endroit-là, autour des 600 et quelques mégapascales. Donc si on a un acier qui est du dur Nico par exemple, qui est capable d'aller jusqu'à plus de 1000 mégapascales en termes de limite élastique, on sait qu'on n'aura pas de souci de plastification sur ce sautoir sollicité tel qu'il est. Au-delà de la contrainte, on peut s'intéresser aussi au couple qu'il faut pour faire tourner la roue. Donc le couple il est dessiné ici, on part ici de la valeur 0, alors moi je fais tourner dans le sens négatif, donc on va voir que progressivement on va avoir besoin d'un couple moteur pour faire tourner la roue, pour faire soulever le sautoir. Ce couple, il arrive ici à environ 0,13 à 0,14 Nm. Et ensuite, on voit une inversion du couple, tout simplement parce que le sautoir va être moteur, va appuyer sur la dent de la roue. Donc il va falloir retenir la roue. Et là, on voit que le sautoir, il arrive à mettre en place un couple qui est plus grand, qui est 0,32 Nm. Donc ça nous permet de comprendre les couples en jeu. Ici, c'est intéressant, il nous faut moins de couples pour actionner le sautoir que ce que lui va nous restituer. Tout simplement pour des raisons géométriques, il me faut environ 8 degrés pour armer complètement le sautoir et lui il va se relâcher en une rotation qui est plus faible. Donc si on regarde les aires sous la courbe, on doit retrouver quelque chose qui est assez similaire. Donc ici, on est plus petit en termes de rotation, donc on peut aller plus loin en termes de couple. Donc on peut vraiment faire toute une série d'ajustements derrière si on recherche une courbe particulière sur la base de la simulation numérique. Donc c'est là l'idée où, voilà, si ça ne convient pas, qu'on voulait obtenir un peu plus ou un peu moins, on modifie la géométrie, on réimporte la géométrie, on n'a rien à faire. Tous les liens vont être conservés à partir du moment où le sautoir a à peu près les mêmes caractéristiques, uniquement les dimensions sont modifiées. Et donc, il n'y a plus qu'à cliquer sur Solve à chaque fois, hein. Il n'y a pas besoin de fabriquer un nouveau ressort et d'attendre le lendemain ou le surlendemain le résultat par le prototypage physique. Ici, on va avoir la réponse 5 minutes plus tard. Je modifie, je mets dans un 6, je clique sur Solve, en 50 secondes, j'ai mon résultat. Donc l'itération entre modifier la géométrie et avoir le résultat, c'est à peu près ça, hein, environ 5-10 minutes. Ça dépend du temps qu'il vous faut pour modifier la géométrie, plus qu'autre chose. Donc voilà un petit peu l'utilisation du logiciel. On peut aller plus loin, on peut demander aussi des résultats en termes de fatigue, quels vont être le nombre de cycles. Donc sans surprise, ces cycles-là, là où ils vont être le plus restreints, ça va être. Alors c'est pas une loi de matière officielle ici, hein, donc les chiffres, ça serait à discuter, mais beaucoup de données matières vont dépendre du matériau que vous utilisez, mais vous allez pouvoir voir ici le nombre de cycles, où est-ce qu'il est maximum, où est-ce qu'il est minimum, et est-ce que ça va remplir votre cahier des charges ou non. Si vous voulez comprendre où est-ce qu'on est sollicité en termes de traction, là où vous voyez du rouge, c'est de la traction. Là où vous voyez du bleu ici maintenant, c'est de la compression.
Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut, dans le logiciel pour pouvoir bien comprendre, ce qui se passe en termes de, compression, en termes de pression, en termes de physique, mécanique dans le système. Force de réaction aussi, on pourra regarder dans quelle direction, quelle est l'influence du coefficient de frottement. Est-ce qu'on est robuste, heu, vis-à-vis du coefficient de frottement? Si je sors de l'atelier avec des surfaces de contact qui sont très propres, ça fonctionne bien, mais maintenant, est-ce que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, après des petits chocs, après un petit peu d'usure, est-ce que, donc au coefficient de frottement qui va augmenter, est-ce que c'est toujours correct en termes, en termes de couple? Est-ce qu'il n'y a pas de problématique d'arc-boutement? Est-ce que, le couple ne serait pas plus faible ou plus élevé, au contraire? Heu, Ce qui amènerait un blocage du système. Donc on peut très rapidement jouer sur les facteurs. Ici, j'ai plus qu'à changer le coefficient de frottement. Il a été défini à 0,15, je peux mettre 0,2, 0,25 et je vois directement l'influence. C'est là le type d'application typique de la simulation numérique. Je vais maintenant replonger dans la présentation. Donc j'ai évoqué le fait qu'on a un design initial, on peut l'optimiser tel que ça a été fait ici pour ce ressort de tirette, pour minimiser les contraintes tout en suivant une courbe cible. On peut aussi travailler sur la robustesse. C'est bien d'avoir quelque chose de nominal qui est super. Maintenant, quand on va le fabriquer, il va y avoir des tolérances géométriques, il va y avoir peut-être des variations au niveau des propriétés matériaux. Donc l'idée, c'est de faire aussi des études de robustesse, c'est permis par le logiciel. Vous donnez vos tolérances géométriques en tout point, et lui, il vous sort une probabilité. Il va vous dire, bah, si on prend, je sais pas, 1000 pièces produites, vous allez en retrouver peut-être 950 qui correspondent à telle valeur de contrainte ou telle valeur de couple. Mais il y en aura une ou deux dont le couple sera inférieur à l'objectif. Donc ça vous permet comme ça d'avoir une estimation en termes de rebut et de pouvoir travailler là-dessus et améliorer tout cela. J'ai pas parlé d'usure, on peut simuler l'usure aussi. Donc là, je l'ai fait avec des valeurs d'usure assez élevées pour qu'on puisse voir la différence. C'est le même système que ce qu'on avait précédemment, ce que j'ai montré avec le sautoir. Et en fait, quand la dent passe, elle va venir, les nœuds en fait vont se déplacer comme s'ils étaient usés, que la matière était partie. Là, on voit que ça a usé, jusque là où il y a mon curseur, ça n'a pas encore usé dans cette zone parce que la dent n'est pas encore passée là. Donc on va pouvoir faire des simulations d'usure comme ça et le résultat, beh, c'est ce que vous voyez ici. J'ai juste à poser la géométrie usée à la géométrie initiale et on voit que l'usure, elle va se faire essentiellement au niveau du rayon de transition. C'est pas surprenant, c'est là où les pressions de contact sont les plus grandes. Et en principe, c'est ce que vous devriez constater dans la vraie vie. Et ça permet comme ça de se dire, après tant de cycles, j'ai telle valeur d'usure et surtout, elle est concentrée essentiellement au niveau du rayon de transition. Autre type de calcul, c'est le fluage. Vous avez, alors ici c'est un ressort pour système de quantième, ressort à doigt. Et l'idée, c'est de se dire, OK, ce ressort-là, il va rester précontraint très longtemps et donc il va avoir tendance à se relâcher. C'est ce phénomène qu'on appelle de fluage ou de relaxation de contrainte. C'est-à-dire qu'au jour J, quand il est produit, il va pouvoir restituer un couple assez conséquent, puis vous attendez une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois et en fait le couple qui va restituer a réduit, avec le risque que le système ne fonctionne plus parce que le couple est trop faible. Donc là, on a réalisé, une étude, d'abord une calibration, de la loi matière, pour avoir les bonnes propriétés de fluage. Une fois qu'on a ça, après c'est très simple. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, on peut calculer quelle va être la relaxation de contrainte après une semaine, 2 semaines, un mois. Et là, en l'occurrence, c'était un test qui avait été réalisé de manière physique et à la fois de manière virtuelle, par simulation. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une déformation résiduelle après semaine d'environ 3 degrés. La mesure avait montré 2,8, la simulation avait montré 3,2. Donc on a des choses qui sont ici très correctes sur des phénomènes qui sont relativement, de base, complexes à appréhender, mais finalement, il y a tous les outils qu'il faut, pour les traiter. Moi, j'ai montré sur un ressort, on pourrait parler de fluage sur des joints d'étanchéité, mais on en parlera plus tard. Voilà. Donc voilà une vue d'ensemble sur, on va dire, le s la pièce maîtresse, ou en tout cas celle sur laquelle il y a le plus d'attention en termes de développement, les ressorts.
Au-delà du ressort, il y a souvent des questions qui nous sont remontées au niveau des vis. L'idée, c'est d'utiliser le logiciel ANSYS pour comprendre la sollicitation des vis. Est-ce qu'elles vont casser ou non? Donc, là, on va regarder la charge, l'état de contrainte à l'intérieur des vis, différentes méthodologies qui existent pour ça, mais aussi le risque en termes de dévissage. Donc là, on a des outils qui permettent de regarder au niveau des pressions de contact et de sortir un risque de dévissage, de dire par exemple ces deux-là, elles vont se dévisser quasiment à coup sûr et celle-là, ça ne devrait pas arriver. On peut prendre en compte à travers nos outils aussi l'effet des rugosités. Avec le temps, elles vont se tasser, c'est ce qui va aussi amener une précontrainte plus faible et donc un risque de dévissage accru. C'est vrai que l'horlogerie, c'est assez particulier pour les vis, pour des raisons d'encombrement. Quand on veut une vis qui ne se dévisse pas, on dit toujours qu'il faut des vis longues et flexibles. Et pour des raisons d'encombrement, eh bien dans l'horlogerie, elles sont courtes et rigides. Donc ça nécessite encore plus d'évaluation, on va dire, pour éviter ces problématiques-là. Donc les outils sont disponibles là-dessus. Tout ce qui est rouage, donc on peut calculer la transmission du couple, mais surtout le rendement du rouage. Et là où ça commence à être aussi intéressant, c'est de faire des études après de sensibilité. On sait que par exemple, relativement parlant, l'anthrax euh, peut changer de manière assez conséquente. C'est ce qui distingue d'ailleurs l'industrie horlogère des industries plus macroscopiques. Euh, donc on va pouvoir regarder si je décale une des roues, le pignon, de certaines valeurs, eh bien, quelle va être l'influence sur l'efficacité. Ce qui est important, c'est que le rendement soit robuste vis-à-vis de cet intrax. On pourra regarder aussi les pressions de contact. Si elles sont bien centrées au niveau des dents, eh bien, c'est bon signe. Si elles sont décalées au niveau des dentures, ça veut dire que ici une pression qui est très localisée, c'est un risque d'usure, en tout cas d'usure plus conséquente que prévu. Ici, j'ai un exemple sur la fabrication additive. Alors, avant d'aborder le point de fabrication additive, il y a toute une série d'outils qui permet, on appelle ça de l'optimisation topologique, qui permet de générer des designs selon les critères que vous donnez. On peut prendre un pont, tel que celui-là. C'était un projet InnoSuisse qui avait été réalisé avec les différents interlocuteurs que vous pouvez trouver ici, Chevark, Noir Piguet, Catfem et Inspire. Donc l'idée, c'est de se dire, on veut avoir quelque chose qui est léger, évidé, mais qui soit robuste. Donc c'est-à-dire qu'il faut la rigidité requise pour pouvoir, lors de la sollicitation de choc, par exemple, eh bien, tenir. Donc par l'optimisation topologique, on dit à ANSYS, réduire la masse, avoir quelque chose d'aussi robuste que possible et ne pas modifier certaines zones qui sont fonctionnelles parce qu'il y a une vis, parce que ça va guider un axe tel que ce que l'on voit ici sur le système. Et ANSYS va nous donner cette géométrie-là. Il va nous dire toutes les parties qui ont été enlevées, finalement, elles ne sont pas de grand intérêt, elles peuvent être enlevées et ça vous donne une idée de nouveau design. En l'occurrence, nous, on s'en sert aussi pour la fabrication additive, parce que quitte à vouloir fabriquer autrement, autant concevoir autrement. D'où cette méthodologie-là. La fabrication additive, en quoi est-ce que c'est particulier? C'est que quand on va fabriquer, il va y avoir des effets thermiques qui vont se passer. Donc si vous fabriquez la pièce que vous avez à l'écran, vous allez être déçu, parce que quand la pièce va refroidir, elle n'aura pas du tout les mêmes dimensions que ce que vous souhaitiez. Donc par la simulation numérique, on va anticiper toutes ces problématiques thermiques et on va arriver comme ça à une géométrie à fabriquer qui est différente de la géométrie de la CAO, mais une fois refroidissement, on aura retrouvé notre objectif géométrique. Et après, derrière, on peut faire tous les calculs statiques pour voir si le pont fonctionne comme ce que l'on souhaitait. Maintenant, je vais passer à la dynamique des mouvements. On a vu beaucoup de choses sur les aspects statiques, mais la dynamique, c'est quelque chose qui est clé. Alors déjà, on peut l'appliquer, par exemple, au système d'échappement, ici d'échappement en creux suisse, le calcul du rendement du système, de jouer sur divers facteurs.
pour regarder la robustesse, le fonctionnement lorsque on a des tolérances, regarder si on ne va pas avoir des contacts non désirés, regarder quelle va être l'amplitude maximale du balancier. On peut aussi regarder ce qui se passe au niveau du système de quantième et éviter toute problématique de double saut. Donc si je me remets au début, si c'est le disque de quantième, arrivé à minuit, le doigt va faire en sorte que la bascule est relâchée et grâce à ce ressort, le disque va tourner. C'est uniquement le sautoir qui va maintenir le disque et faire en sorte qu'on passe de la date jour 1 à jour 2 et non pas de jour 1 à jour 3 ou jour 4. Mais pour des questions d'inertie, c'est pas forcément évident à appréhender et la simulation numérique nous permet de nous dire s'il y a un risque de double saut et si tel est le cas, on va jouer sur les différentes masses et rigidités pour résoudre le problème. Là, c'est un exemple avec un chronographe. Donc l'idée, c'est de prendre en compte toutes les pièces flexibles, de regarder par exemple le temps de stabilisation de l'aiguille, de regarder les forces au niveau des boutons poussoirs. Et après, il y a toute une série d'autres systèmes qu'on peut étudier. Ici, le cliquet magique, de regarder un petit peu la dynamique, combien de temps il va passer à chaque fois, un rendement qui soit aussi grand que possible. Et on peut considérer aussi tout ce qui va être bien de type ball bearings, donc les paliers roulement à billes, dont on va pouvoir regarder les différents influences des jeux, etc. Donc les problématiques dynamiques sont extrêmement importantes et sont prises en compte par ces différentes simulations. En parlant de dynamique, je vais ici me poser un petit peu plus sur la partie choc et accélération. Donc choc et accélération, il y a plusieurs niveaux. On peut faire déjà le plus simple. Vous partez du principe que c'est la norme que lors d'un choc, on s'attend à 5000 G en termes d'accélération. Donc on va faire une analyse statique qui va prendre quelques secondes ou 1 à 2 minutes et vous regardez ce que ça signifie en termes de déformation et de contraintes au niveau des différents ponts. C'est quelque chose qui est extrêmement simple à mettre en place. Là, ça vous permet de regarder où est-ce qu'il y a des risques de plastification et ensuite de retravailler sur ces endroits-là. Après, si on veut aller un petit peu plus loin, on peut dire qu'on souhaite remettre en cause les 5000 G. Alors dans ce cas-là, on va réaliser une analyse dynamique. Donc on va vraiment simuler le phénomène de chute. On prend la boîte, on met tout ce qu'on veut dedans, on la fait tomber ici sur une plaque de bois, on voit ici la déformation de la plaque de bois d'ailleurs, et on met une sorte d'accéléromètre virtuel, on va mesurer l'accélération perçue pour chacun des composants. Alors dans ce cas-là, on retrouve une valeur proche des 5000 G, comme la norme. Maintenant, si vous jouez avec d'autres types de boîtes, selon que la boîte soit plus ou moins lourde, selon que plus ou moins épaisse, selon le matériau utilisé, vous allez pouvoir constater qu'en réalité, l'accélération perçue peut être relativement faible parfois, 3000 G par exemple, mais peut aussi être extrêmement élevée. Il y a plusieurs cas où on peut voir du 10 000, du 12 000 G. Et donc dans ce cas-là, les 5000 G ne sont pas suffisants. Donc c'est vraiment intéressant de réaliser ces études pour pouvoir anticiper ces accélérations aussi fortes. Là, c'est une comparaison qui avait été réalisée entre mesure et simulation. Et on voit bien que notamment sur les premiers pics, qui sont les plus critiques pour l'analyse du système, on a quelque chose qui est extrêmement bluffant ici, avec des valeurs extrêmement proches. Ensuite, si on veut aller plus loin, on peut faire des zooms sur certaines pièces, par exemple, se dire qu'est-ce qui se passe au niveau des pièces lubrifiées. Là, c'est une analyse fluidique où on va avoir un film d'huile et on va regarder lors du contact comment, lors du choc, comment ce film d'huile va se comporter. Donc, ça vous permet d'anticiper certaines problématiques de lubrification. Donc il y a vraiment, et ça c'est de manière générale dans la simulation, toujours plusieurs niveaux. Voilà, du niveau le plus simple, mais finalement qui couvre, on va dire 80% des besoins, et ensuite des niveaux plus avancés, mais qui vont couvrir des problématiques ou des questions qui vont se poser un peu plus rarement, mais qui vont nécessiter ici plus d'efforts pour des choses plus approfondies. Donc c'est vraiment cette démarche du plus simple au plus complexe,
au plus précis et selon où vous en êtes de la compréhension, de la physique, eh bien vous allez vous positionner sur le début, sur la fin. C'est très intéressant aussi de voir quand on fait même dans les statiques au niveau des ponts, où est-ce que ça plastifie. Parce que parfois, quand on fait le test physique, on voit pas trop que ça a plastifié. À partir du moment où ça a pas cassé, c'est pas flagrant qu'il y avait un problème. La plastification, elle peut mener à des petites déformations résiduelles qui sont des fois très fines, donc à l'œil nu, on les voit pas. Et puis ensuite, ça serait uniquement plusieurs, mois plus tard, où on aurait des retours qu'il y a peut-être trop d'usure au niveau, de, certains rouages. Et après, il faudrait, réfléchir à la source et on comprendrait que c'est à cause d'un pont qui est un petit peu plastifié, qu'il y a un anthrax qui est un petit peu différent et donc des pressions de contact plus localisées et une usure, beaucoup plus conséquente, qu'anticipée. Donc c'est là où la simulation, elle permet déjà de voir ça d'emblée, là où un test physique ne permettrait pas ou pas facilement, de comprendre cette problématique-là et en tout cas pas de l'anticiper. Le balancier c'est clé, hein, à partir du moment où on travaille, dans le domaine, de l'isochronisme, qu'on veut être le plus précis possible. L'idée, c'est de comprendre ce qui se passe déjà au niveau du comportement du balancier, au niveau des pertes. Donc les pertes, il y a 2 sources de pertes, pour ceux qui certains d'entre vous vont peut-être être étonnés, mais il y a 50 qui viennent des pertes, on va dire, mécaniques, structurelles, donc au niveau des pierres et contre-pierres. Donc on va avoir des pertes qui sont différentes selon qu'on soit en situation plat ou pendu, horizontale ou verticale, donc ça on est capable de le reproduire. Mais, et c'est là où souvent il y a un étonnement, c'est que 50 des pertes provient en fait tout simplement de l'air. Donc ce sont, ce qu'on appelle des pertes visqueuses, proportionnelles à la vitesse de rotation. Donc il y a de réelles problématiques d'aérodynamique au niveau des balanciers. Donc ça on peut le simuler aussi avec des analyses de ce qu'on appelle CFD, c'est de la fluidique. Et en combinant les pertes mécaniques et fluidiques, on arrive à reprendre, à retrouver les résultats, notamment en termes d'oscillation, du balancier. On prend le balancier, on lâche, il va osciller et on va regarder comment, l'amplitude va se réduire, à la fois position plat et pendu. Vous avez pour chacune des courbes ici la comparaison mesure et simulation. L'idée, c'est d'abord comprendre les phénomènes physiques et une fois qu'on les a compris, on va pouvoir jouer un petit peu sur la forme de l'axe, sur la forme des pierres, ici au niveau bien des différents espaces, de manière à ce que l'air se déplace de manière plus fluide et freine moins, notre balancier. On accompagne aussi, nos clients, en tout cas ceux qui le souhaitent, sur, les nouveaux développements. Bon ici c'est un exemple, on va dire, classique, de tout ce qu'on va appeler guidage flexible ou flexures ou compliant mechanism. Donc, l'idée c'est, de regarder tout ce qui va se passer en termes, déjà de vibratoire, en termes de transitoire et sur des systèmes qui sont, on va dire, relativement, flexibles et assez complexes. Alors voilà, on va dire pour la partie mécanique, donc on a vu le point de vue statique, on avait vu le point de vue dynamique, on a vu qu'on avait besoin d'autres physiques, comme la fluidique, pour comprendre certains effets. Quand bien même on travaille sur une montre mécanique, il y a des effets non mécaniques. Et après, il faut comprendre aussi l'environnement, ouais, qui nous entoure, et notamment, ici, l'aspect magnétique, proche du Wi-Fi, des antennes, d'aimants. Donc, à quel point cet environnement extérieur va venir perturber, notre système sur lequel on pensait avoir, tout bien fait. Eh bien, on est capable, de prendre un champ magnétique extérieur et de regarder son influence sur la fréquence propre de l'oscillateur. Ensuite, on peut, simuler pardon, je m'excuse, on peut simuler ici, toute la partie écrantage. Donc, ce processus, ça consiste à quoi? Ça consiste à générer un bouclier, magnétique. Donc on va mettre la boîte dans un champ magnétique qui va en résulter un champ magnétique rémanent qui va acter comme un bouclier et protéger le mouvement au centre, de la boîte des champs, magnétiques, des perturbations extérieures. Donc ce phénomène, on peut le simuler et donc ça va aider ensuite à l'améliorer pour le rendre plus performant. On peut traiter d'autres aspects qui ne sont pas du magnétisme en tant que tel, mais par exemple les charges électrostatiques.
C'est ces charges qu'on a, si vous avez un pull en laine sur un canapé par exemple, ces charges-là, elles ont rien à voir avec le magnétisme. Votre pull en laine, il est pas magnétique, le canapé non plus. Là, c'est pareil, on peut regarder les charges électrostatiques, quelle force elles génèrent, d'une aiguille sur une autre, par exemple. Si on sort un petit peu du domaine, mécanique, on peut travailler sur, le système à quartz avec le moteur lavé. Donc l'objectif, c'est d'être le plus efficace possible, de comprendre, quelle est la répartition, des différents flux, de regarder la variation de l'intensité, transmise en fonction du temps et d'améliorer, tout cela. Et dans les sujets les plus modernes, au niveau des montres connectées, donc les montres sont connectées, mais tout est connecté, la souris est connectée, le casque est connecté, l'ordinateur est connecté. Ce qu'il faut, c'est que, tout cela soit compatible. Donc il y a des études de compatibilité, d'interférences qui peuvent être menées. Ensuite, il faut que le signal il soit bien perçu, qu'il soit robuste. Donc là, on utilise ce qu'on appelle le diagramme de l'œil, pour, l'intégrité du signal. Et après, comme il y a de l'électronique dedans, ça va chauffer. Donc la question c'est ça chauffe de combien? Est-ce que la température perçue au poignet, est désagréable, voire, pourrait mener à quelque chose de dangereux? Faut pas que ça brûle. Donc on peut le simuler, hein, ces aspects thermiques. Et enfin au niveau de la recharge, c'est sans contact, c'est de travailler sur quelque chose qui est plus performant. Le fait que ça soit sans contact, il faut que, l'échange en termes d'énergie, soit, le plus conséquent possible. Donc voilà donc pour un tour assez long des différentes activités et problématiques abordées, dans le cadre, de nos formations ou de nos projets, pour le mouvement. Je vais maintenant passer peut-être de manière un petit peu plus rapide, sur l'habillage parce qu'on a vu les différentes déjà problématiques ou les différentes approches, de la simulation numérique. Donc, je vais commencer avec, tout d'abord la boîte. Donc, on la prend, on l'assemble. L'idée, c'est toujours, de regarder les forces de chassage, de déchassage, de se dire: «J'aimerais bien avoir une glace qui est plus fine, mais si elle est plus fine, est-ce qu'elle va pas casser?» Donc tout ça, on peut l'étudier avec la simulation. Au niveau du fond, si vous avez en plus des matériaux, qui coûtent relativement cher ou tout simplement pour le client, l'utilisateur futur de la montre, vous voulez quelque chose d'aussi léger que possible, bien vous allez vouloir minimiser l'épaisseur. On a C'est un de nos exemples d'ailleurs de formation. On va le mettre sous l'eau, c'est ce que vous voyez ici. D'abord, c'est l'assemblage, donc là, c'est assemblé et ensuite, on a mis une pression d'eau et on regarde comment le fond se déforme et ensuite, on va enlever, la boîte de l'eau, donc on enlève la pression extérieure et on se retrouve avec les déformations résiduelles et dans l'exemple que l'on traite, on se rend compte qu'il y a trop de déformations, que ce serait pas bon pour des raisons esthétiques et on travaille sur l'épaisseur du fond, pour, avoir quelque chose d'aussi fin que possible, mais toujours, sans, déformation résiduelle conséquente. C'est une réelle optimisation de l'épaisseur du fond. Donc ce que permet de faire la simulation, c'est vraiment chiffrer ses marges, identifier les différentes problématiques et avoir quelque chose, bien de fonctionnel dès le premier test, physique. J'ai parlé de pression sous l'eau, alors on va regarder aussi l'étanchéité. Ici, c'est un joint, souple, hyper élastique, donc ici c'est un NBR 70. Donc on va le mettre en place, on va mettre en place la pression de l'eau quand on va sous l'eau, donc là c'est l'assemblage, on a vissé le fond. Maintenant la pression de l'eau, va augmenter et va venir plaquer ici, notre joint contre le côté intérieur de la rainure. Donc le fait qu'il soit plaqué contre le côté intérieur de la rainure, ça va aussi contribuer à augmenter les pressions de contact qui vont permettre d'être plus étanche. Plus vous êtes profond, plus vous êtes étanche. Et donc on capture ces effets-là par la simulation numérique et on obtient des valeurs de pression de contact. Si on voulait, assurer par exemple 10 bars, donc 100 mètres de profondeur, ça fait 1 mégapascal. Et bien on voit ici qu'on a des pressions de contact qui dépassent par plus de 30 cet objectif. Donc on a la marge, on est étanche par plus de 30. Et on peut regarder ici jusqu'où l'eau est venue. Donc l'eau est ici en rouge et on voit que l'eau ne pénètre que jusqu'à ces endroits-là, tout simplement parce qu'après elle est face à des pressions de contact qui sont plus élevées que la pression de l'eau. On peut étudier cela sur des joints ITREL, au niveau des poussoirs, de la couronne.
Regardez aussi la surpression quand on appuie, pour des effets dynamiques. Quand on est sous l'eau, ça va augmenter un petit peu la pression, perçue. Donc il y a de nombreuses choses, qu'on peut étudier. On se réjouit toujours d'en discuter avec vous. Les bracelets, donc que vous ayez un bracelet à maillon ou un bracelet en caoutchouc. En caoutchouc, c'est quelque chose qui est assez simple à simuler, même si ça peut paraître peut-être impressionnant, c'est une analyse statique. Au niveau des maillons, il y a de nombreux contacts. Donc ici, c'est un test de traction-torsion. Là, la complexité est un peu plus élevée, mais ça se fait, c'est relativement standard, on va dire ça comme ça. Donc quand on va faire un test de traction-torsion, on va pouvoir identifier ici les différentes, tiges, vis qui sont le plus, sollicitées, regarder les valeurs de contrainte à cet endroit-là, et ensuite, déterminer la marge, voir s'il n'y a pas des problématiques en termes de fatigue et cetera. L'idée, c'est vraiment d'avoir, ici ce petit peu ce jumeau numérique, donc d'abord travailler sur un modèle numérique, virtuel, pour avoir quelque chose qui est d'emblée fonctionnel lors du test physique final. Ça s'applique aussi à la fixation du bracelet, sur la carrure au niveau des cornes, donc le fermoir, ça j'ai pas mis d'image ou de vidéo, mais bien sûr l'ensemble, peut être traité. Au niveau des chocs, on a déjà traité l'aspect, regarder les comportements au niveau de la boîte, au niveau des brides. Lunettes tournantes, donc là c'est peut-être une partie, la seule où au niveau de l'habillage, on a un ressort. Donc c'est de regarder bien le comportement de ce ressort-là, quel est du coup le couple requis pour tourner, la lunette tournante. S'il est trop faible, c'est pas bon parce qu'elle va tourner toute seule avec le contact avec la manche par exemple, de la chemise, ou du t-shirt, voilà. Sinon, si elle est trop élevée, c'est pas agréable, pour l'utilisateur. Donc s'il y a un couple cible que vous souhaitez avoir, on peut ensuite travailler, sur, la forme et l'épaisseur, ici de ce ressort pour assurer, des valeurs de contrainte faibles, pour pas avoir de soucis en fatigue, tout en assurant le couple requis. Les montres amagnétiques, ça on en a déjà parlé. La vidéo fonctionnait pas précédemment, donc je vous la montre ici. L'acoustique. Alors l'acoustique, il y a 2 aspects. Soit vous avez des montres, à sonnerie, et dans ce cas-là, vous êtes en principe complètement intéressé par la problématique acoustique et vous voulez amplifier autant que possible le son perçu. Soit à l'inverse, vous n'avez pas de montre à sonnerie, mais de notre côté, il y a toujours des jeux dans une montre mécanique et ces jeux, parfois, s'ils sont amplifiés par, la boîte, c'est quelque chose qui est pas agréable, voire qui peut donner une image qui correspond pas à la qualité du produit. Donc là, l'intérêt, ça serait de minimiser les sons perçus. Alors que vous soyez dans un cas de figure ou dans l'autre, l'approche, c'est la même. C'est tout d'abord bien de prendre en compte, bien l'excitation initiale. Donc quand c'est une montre à sonnerie, on peut simuler le marteau qui vient, choquer le timbre. Ici, la déformation, elle est fois je sais pas combien, hein, peut-être fois 50 ou fois 100, pour bien voir comment se déplace le timbre. Si c'est avec un marteau, on va regarder s'il y a un risque de double contact ou non. S'il y a plusieurs contacts marteau-timbre, souvent ça va perturber un petit peu la vibration et c'est pas, désiré. Mais au-delà de ça, cette vibration, elle va être transmise à la boîte. De la même manière que quand vous avez une guitare, mais une corde toute seule, c'est elle qui fait le bruit, mais on l'entend pas trop. C'est vraiment la guitare qui va faire la caisse de résonance, qui va faire la qualité du son perçu et l'amplitude, du son perçu. Eh bien, pour une montre, c'est la même chose. Ce qui va faire la qualité et l'amplitude du son perçu, ça va être avant tout la boîte. Donc, les rigidités, le matériau, les épaisseurs au niveau de la boîte. Donc la boîte va vibrer, transmettre cette vibration à l'air et c'est ce que vous voyez ici. Donc nous, on capture ces variations de pression acoustique, on met un micro virtuel quelque part et on est capable ensuite de ressortir, le son qu'on peut entendre, si on souhaite, heu, avec, les outils Ansys directement, ou alors d'avoir une analyse plus, approfondie sur le spectre de fréquences. Quelle est l'amplitude par fréquence? Est-ce que ce sont surtout des sons aigus que j'entends? Est-ce que ce sont des sons graves? Ici, dans le temps, par exemple, on va avoir en orange des fréquences élevées au début et sur la fin, on ne va percevoir que des fréquences qui sont graves. C'est normal, en général, les fréquences les plus élevées sont amorties beaucoup plus rapidement. Quand vous entendez une cloche qui sonne, d'abord, il y a beaucoup d'aigus et avec le temps,
c'est surtout les graves qui restent. Donc tout ça, on peut le capturer et après faire des études de sensibilité sur le matériau, les épaisseurs, les rigidités, pour prendre la direction qui est la bonne, sur le spectre de fréquence qu'on veut avoir ou sur l'amplitude, soit à maximiser, soit à minimiser, que l'on souhaite avoir. On peut aller plus loin on a aussi des outils psychoacoustiques. On peut définir des critères très rationnels sur la qualité du son. Vous dites: «Ce son-là, on l'aime bien, on l'aime pas» et cetera et sur la base de ces tests, Ansys arrive à comprendre, si c'était en fait un son rugueux ou un son strident, sur la base de critères mathématiques, en fait et ça lui permet de mettre des notes, sur selon ce qui est désiré, ou non en termes de qualité, du son. Donc ça permet d'avoir une approche plus rationnelle. Au-delà de l'acoustique, il y a aussi l'optique. Donc ici, c'est pas l'objectif d'avoir une jolie vidéo, c'est d'avoir quelque chose qui est physique. C'est basé sur les lois de l'optique, les lois de la physique. On essaie de comprendre, par exemple, si je prends cette vidéo-là, on va regarder la loupe avec la date. Est-ce que la date est bien nette? Est-ce que la forme de la loupe ne fait pas que les bords du 2 et les bords du 3 sont déformés? Ou au niveau du cadran? Donc si tel est le cas, on va venir modifier directement la forme de la glace, la forme de la loupe, pour avoir quelque chose qui est, bien plus visible, plus lisible. Au-delà de ça, on peut aussi prendre en compte tout l'environnement externe. Quand vous avez, terminé votre montre, vous allez souvent aller dans des salons pour la présenter et dans ces salons-là, elle est sous vitrine, il y a des spots qui sont sur les extérieurs et parfois vitrine plus spot font qu'il y a des reflets dans tous les sens et ça ne met pas en valeur la montre. L'idée ici, c'est d'anticiper, ces problématiques-là, de simuler, l'influence, des différents spots qui vont être mis en place et éventuellement peut-être de les changer, de modifier, leur orientation, leur position pour avoir quelque chose qui, permet d'apprécier, la qualité du produit. On peut travailler sur les diamants aussi, simuler ce qu'on appelle le feu des diamants. L'idée c'est que derrière, voilà, il y a ce ray tracing, donc on va vraiment suivre les différentes, lignes, qui proviennent de la lumière et c'est comme ça que tout est reproduit, à travers, le logiciel. Voilà donc pour une vue d'ensemble des applications, on va dire, les plus, typiques, du monde de l'habillage, de l'habillement. J'espère que vous avez vu que ce soit pour le mouvement ou l'habillage, l'application est relativement large, mais elle peut être aussi extrêmement, poussée, extrêmement précise sur des points très spécifiques. Pour faire un résumé des gains menés par la simulation, quand on travaille en R&D, il y a souvent des objectifs à atteindre. Ces objectifs, je les ai listés ici: innover, avoir un produit performant, les développer rapidement, à moindre coût, tout en assurant la qualité. Et il y a aussi maintenant la problématique de l'écologie, avoir des matériaux à faible empreinte écologique autant que possible. Eh bien, alors ça peut paraître étonnant, mais la simulation, elle aide pour chacun de ces aspects-là. Ce n'est pas ça aide pour l'innovation, mais ça coûte, ou ça aide pour la qualité, mais ça prend du temps. L'innovation, si elle est utilisée de manière pertinente, va vous permettre d'aller plus loin sur chacun de ces blocs-là. La performance, parce que vous l'avez vu, on prend une technologie donnée, on fait des études de sensibilité pour ramener cette technologie-là le plus loin possible. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle l'optimisation. L'innovation, on l'a évoqué, quand on comprend bien les problématiques en jeu, la physique qui est derrière, on va pouvoir amener des nouveaux concepts plus innovants. Le temps de développement, eh bien vous affranchissez des disponibilités de la matière, des disponibilités du laboratoire. Vous pouvez même tester des choses que vous ne savez même pas si c'est fabricable. À partir du moment où vous êtes capable de le dessiner, vous pouvez, heu, bien le tester, donc ça va vous permettre de gagner du temps en termes de développement. C'est aussi vecteur d'innovation d'ailleurs, hein, le fait de s'affranchir des problématiques de fabrication. Une idée qui peut paraître farfelue, on la teste d'abord en numérique et si elle est bonne, alors là on réfléchit à comment la fabriquer. La qualité, eh bien c'est la robustesse notamment vis-à-vis des tolérances matériaux, des tolérances, de fabrication. Donc il faut que le produit soit robuste, il faut qu'il soit robuste dans le temps aussi. Donc si le coefficient de frottement augmente parce que ça a usé, eh bien il faut faire une analyse,
supplémentaire d'un 6, ça prend quelques secondes, ou alors il faut attendre plusieurs semaines ou mois d'utilisation pour se rendre compte du problème. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place la simulation pour aborder ces aspects-là. Les coûts de développement, à partir du moment où vous n'avez pas fabriqué les différents prototypes avant d'arriver au modèle final, eh bien vous économisez ce prix-là. Et tout ce qui est écologie, eh bien, vous pouvez changer le matériau sans autre. Il vous suffit tout simplement, vous importez votre géométrie, vous changez le matériau qui est attribué à cette géométrie-là et vous êtes en train de simuler avec un nouveau matériau. Il y a aussi toute une série de bases de données matériaux qui vont vous permettre de, je ne l'ai pas montré ici, mais de choisir un matériau aux propriétés mécaniques équivalentes, mais à moins forte empreinte écologique. Donc la simulation, elle va vous aider sur tous les aspects, sur tous les métriques standards du domaine de la conception de la R&D. Voilà, donc maintenant, c'est à vous de nous solliciter si vous êtes intéressé par tout ça. C'est très volontiers qu'on vous accompagne sur les problématiques que vous avez aujourd'hui ou les problématiques de demain. L'idée, c'est vraiment que le besoin ou l'opportunité doit être identifiée par vous et puis ensuite, nous, on s'occupe de chercher les solutions, d'être transparent là-dessus, de transférer modèles, compétences. Vous l'avez vu avec le consulting, avec la formation et ensuite, on espère qu'avec ces outils-là, vous aurez un produit qui est plus performant ou d'arriver à une innovation accrue dans votre entreprise. Donc, pour aller de l'avant, et pour information, on a des formations typiques pour l'horlogerie, si j'en ai cité qu'une seule. Les autres, c'est juste sur la demande. Donc là, c'est 2 jours, on travaille uniquement avec des pièces horlogères, à la fois pour l'habillage et pour du mouvement, même si c'est un peu plus mouvement qu'habillage. Mais on a d'autres formations qui sont uniquement habillage, uniquement mouvement. Et l'idée, c'est d'être opérationnel à la sortie de la formation. Si vous voulez nous retrouver, on sera prochainement à l'EPAJ pour une présentation sur la microtechnique. Et on va tenir aussi notre forum à l'EPFL à Lausanne, donc le 15 juin. Cette fois-ci, j'ai tenu les délais. Je vais regarder maintenant s'il y a des questions qui ont été posées et y répondre. Alors, on a posé la question au niveau, avant que je l'aborde d'ailleurs, des propriétés matériaux. Donc au niveau des propriétés matériaux, soit vous disposez des propriétés, et dans ce cas-là, il n'y a plus qu'à les renseigner dans ANSYS. Il y a plein de modèles matériaux différents là-dessus, soit vous disposez de rien du tout, et c'est là la question, comment est-ce que je fais sans matériaux? Alors il faut savoir que déjà quand vous utilisez ANSYS, il y a toute une bibliothèque disponible avec plein de matériaux. Il y a des aciers, il y a des matériaux complètement différents avec d'autres alliages. Aluminium, du titane, etc. Donc des matériaux à la fois typiques pour l'horlogerie ou complètement exotiques. Donc c'est à vous après de choisir ce qui vous intéresse là-dedans. Si jamais vous voulez aller plus loin, on peut trouver aussi en contactant les fournisseurs certaines propriétés matériaux supplémentaires. Il vous suffit de les renseigner ou de les modifier dans les modèles existants. Et après, on a une grande bibliothèque matériaux de disponibles à la demande. Et cette bibliothèque matériaux, cette base de données matériaux, elle va être extrêmement complète. Il va y avoir tout ce qui est élasticité, plasticité. Il va y avoir pour certains matériaux de la fatigue et des données de fluage aussi. Et l'idée, c'est d'aller plus loin avec des critères aussi d'écologie. L'idée, c'est de pouvoir comparer les matériaux entre eux. Au-delà d'avoir uniquement la base de données, c'est d'aider à utiliser cette base de données-là pour un choix qui est facilité, on va dire ça comme ça. Après, de manière générale, même si on n'a pas de matériaux, données matériaux, on va dire parfaites, en général, en horlogerie, il n'y a pas trop de surprises. Quand on est sur un ressort, les modules de Young, ils sont extrêmement standards. Donc la précision est extrêmement haute, parce que je vois de questions sur la précision aussi. Donc on va parler de quelques pourcentages d'erreurs en termes de contraintes, en termes de force pour un ressort horloger. Donc c'est extrêmement élevé comme précision. Sinon, pour les autres matériaux, eh bien, on peut aussi s'amuser avec le spectre, se dire, on sait que pour tel fournisseur, peut-être parfois le module de Young est un petit peu inférieur, puis on va pouvoir jouer sur ces différentes valeurs pour arriver
à comprendre l'influence de la propriété matériaux du fournisseur sur le résultat final. Après, j'ai une question sur la lubrification. Alors pour la lire, est-ce que nous avons un moyen simple de coupler les simulations fluidiques au niveau de la lubrification avec des simulations plus structurelles? Donc l'idée, c'est de mélanger CFD et structure au niveau des frottements dans les paliers, donc sur les pivots de balancier. Alors ce couplage, il faut voir jusqu'où on veut le mener. En tout cas, par exemple, quand on fait une analyse dynamique structurelle, on peut très bien avoir calculé à part la partie CFD et ensuite d'avoir cette courbe de couple qui va dépendre de la vitesse, par exemple, ou qui peut dépendre d'autres choses. Et ensuite, dans l'analyse structurelle, on va lire ces autres choses, par exemple inclinaison du pivot, vitesse de rotation du balancier, et sur la base de cette valeur-là, on va importer la bonne valeur de couple visqueux ou de force axiale ou de force radiale euh, due à la CFD. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui est couplé sans avoir à calculer les deux simulations en parallèle. Après, pour la personne qui a posé la question, on peut voir ça plus en détail selon le niveau de précision qu'il souhaite obtenir. Parfait, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Dans ce cas-là, je vous remercie pour votre présence, votre attention et j'espère que je vous dis à bientôt pour discuter de nouvelles problématiques. C'est toujours avec grand plaisir.